Bonjour à tous. Au mois d'octobre dernier, dans notre émission Zygospi au CHU de Nantes, nous avions invité Alban Tessier pour présenter aux jeunes hospitalisés son projet baptisé Uyuni. Alban projetait de traverser à pied en autonomie complète sur 140 km le plus vaste désert de sel du monde, le Salar d'Uyuni en Bolivie, à près de 4000 mètres d'altitude. À noter, et c'est en cela que ce challenge prend toute son importance, Alban est malvoyant. Lors de cette émission à l'hôpital de Nantes, il était accompagné de Pascal Dubosc de l'association À Perte de Vue qui soutient cette initiative. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, nous avons décidé avec Astrid Villemay de réunir cette même équipe afin de faire le point sur cette belle aventure qui se déroulera en juillet prochain. Alors bonjour Alban. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Et bonjour Astrid. Bonjour. Alors, on peut imaginer que les auditeurs d'aujourd'hui ne sont pas les seuls, ne sont pas les mêmes que ceux de Zygospi il y a 5 mois. Donc, on va reprendre un peu le même schéma d'émission que l'autre fois et demander d'abord peut-être à Alban de se présenter, de dire qui il est, j'ai précisé tout à l'heure qu'il était malvoyant, mais ça n'empêche pas de travailler et même de bien travailler, Alban. J'espère. Donc oui, je m'appelle Alban Tessier, je suis enseignant dans un institut spécialisé pour déficients visuels, entre autres, et jeunes avec troubles envahissants du développement. J'interviens à différents titres au niveau de l'informatique adaptée, au niveau du braille, et puis sur un enseignement un petit peu plus général au niveau des jeunes autistes. Alors je voudrais que, c'est vrai que cette maladie, c'est une rétinite pigmentaire dont tu souffres, que tu n'avais pas à la naissance, qui se développe progressivement. Donc on peut peut-être l'évoquer justement. Oui, c'est une maladie génétique en fait, donc j'étais forcément porteur à la naissance. Par contre, elle se développe effectivement à l'adolescence, donc pour moi vers l'âge de 16 ans à peu près. Et assez rapidement, c'est-à-dire qu'en 2 ans, j'ai perdu quasiment la moitié de ma vision. J'étais fort myope jusqu'à cet âge-là, et puis après, l'acuité visuelle s'est réduite, le champ visuel s'est réduit, la vision nocturne est complètement partie. Donc il a fallu réapprendre tout un tas de choses. Oui. Le métier que tu exerces aujourd'hui, donc en lien justement avec la malvoyance, c'est un moment, voyant cette déficience qui s'installait, que tu as peut-être suivi des études aussi justement pour aller vers les gens malvoyants ? Alors non, c'est un hasard en fait, c'est fait assez bizarrement, c'est-à-dire que moi je faisais des études plutôt dans le domaine de l'architecture, donc dessin en bâtiment et relevé topographique, tout ce qu'il fallait forcément par rapport au handicap visuel. Donc voilà, j'étais obligé d'arrêter ça, de faire un reclassement professionnel, et c'est ce qui m'a amené à l'époque à venir à l'Institut des Hautes-et-Baudières pour faire une formation de télémarketing. Ouais. Alors la transition est très bien faite puisque on a en face de nous Pascal Dubosc de l'association À Perte de Vue, mais qui connaît bien les Hautes-et-Baudières. On va en parler, Pascal, justement, parce que c'est ça qui vous a permis de rentrer, de créer ce lien, justement. Oui, j'ai été professeur de bureautique, sténodactylo lorsque je suis rentrée en 85. Et après, on a continué vers la bureautique, l'informatique, l'initiation à l'outil pour les enfants, avec différents moyens, synthèse vocale et braille. Voilà, j'ai été enseignante 25 ans. Donc, Alban, lorsque je suis partie à la retraite, Alban, tout naturellement, m'a remplacée dans le poste. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais parti de l'Institut des Hautes-et-Baudières, c'est-à-dire j'avais fait cette formation de télémarketing, j'avais travaillé pour le domaine bancaire, et puis en fait, après la perte de cet emploi, on m'a rappelé pour faire, entre guillemets, un remplacement de 2 mois, et puis de 2 mois, ça s'est transformé en plus de 15 ans. Eh ben, c'est une belle histoire. Hein, oui, voilà. C'est une histoire qui démarre bien. Astrid. Donc Pascal, je voulais revenir un petit peu pour que vous nous présentiez un peu plus l'association À Perte de Vue, puisque du coup vous êtes là aussi en tant que représentante de cette association qui soutient Alban dans ce projet-là. D'accord. Donc l'association À Perte de Vue, elle a été créée par Nicolas Richard et Michel Point en 1996 pour faciliter l'incursion des jeunes dans le monde du travail et dans les écoles et porter des projets qui étaient un petit peu spécifiques au handicap visuel. Michel, avec Nicolas, ont participé au Dakar en 2004
donc Michel en tant que copilote aveugle. Et puis Michel avait aussi l'intention de traverser le désert du Sahara en Tunisie, mais malheureusement il n'a pas pu réaliser son rêve parce qu'il nous a quittés donc en 2011. Ouais, c'était déjà 2 hommes de challenge. Hein, oui. Tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Et Nicolas est toujours président de l'association. Et lorsqu'Alban a parlé de son projet, c'est tout naturellement que l'association a accepté de le soutenir. Et on fait ce qu'on peut, on gère. Donc voilà. On va y revenir justement. Mais je suppose que vous êtes connu il y a un certain nombre d'années, mais Alban était loin peut-être déjà d'avoir ça en tête, de faire quelque chose, un challenge de ce type, de ce que vous faites ou ce que vous allez faire ensemble, je dis tous les deux, puisqu'il y a une équipe, on va dire statique quelque part, et puis celui qui va accomplir cette traversée. Complètement. Ouais, non, j'étais vraiment loin de même de penser participer un jour à ce niveau-là, à un projet de cette ampleur. En fait, moi, je connaissais Michel, c'était donc à l'époque mon formateur quand je suis arrivé au Thébaudière. On a toujours gardé le contact, on avait un lien particulier, et puis il avait fait appel à moi quand je suis parti des Thébaudières, parce que j'étais plutôt axé informatique, pour travailler autour de la communication sur le projet Dakar. Donc j'avais constitué à l'époque le site internet et puis quelques relais presse à ce moment-là. Donc on avait gardé le contact comme ça, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans l'association. Et puis voilà, de fil en aiguille, on en arrive là. Et donc justement ce projet, c'est de partir du 17 au 23 juillet prochain en Bolivie. Est-ce que tu peux nous revenir sur justement comment est née l'idée de ce projet en fait Alors l'idée du projet, bon, déjà forcément il y a on va dire un historique, puisque Michel avait donc cette idée de traverser le désert tunisien. Donc forcément il avait posé les bases de quelque chose. Et puis suite à son décès, en fait, on est tous restés KO debout, quoi. Donc on a maintenu l'association et puis on s'était toujours dit qu'on porterait le projet d'une personne le jour où ça viendrait. Et puis dans ma tête, ça a germé tout doucement. Moi il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré une personne bolivienne qui m'avait montré ce lieu, le Salar d'Uyuni, sur lequel j'étais resté bouche bée, et je m'étais toujours dit j'adorerais aller là-bas, en tout cas en tant que touriste. Et puis là, je me suis dit, non mais en fait, c'est le projet, c'est ça. Alors justement, tu n'y es jamais allé en tant que touriste pour l'instant. Du tout. Donc je suppose que ces premières velléités de partir là-bas ont dû faire sourire beaucoup. Oui, forcément. Oui, parce que c'est un lieu un peu mythique. Enfin, pour ceux qui connaissent, en tout cas, c'est le plus grand désert de sel au monde. C'est plutôt hostile au niveau des conditions climatiques. Donc on peut justement y revenir sur ce Salar d'Uyuni. Tu l'as dit, à 4000 mètres d'altitude, c'est un désert immense en Bolivie, justement, voilà. Et qui a des spécificités particulières, sans doute. Tout à fait, oui. Donc il fait 10 000 km². C'est une des plus grandes réserves de sel aujourd'hui, enfin, plus grande réserve de lithium, parce qu'aujourd'hui, économiquement, c'est ce qui intéresse tout le monde. Il est effectivement à 4000 mètres, donc les conditions, par exemple, pour moi, en y allant en juillet, c'est l'hiver, donc c'est la saison sèche, autrement il est impraticable, c'est-à-dire que là, actuellement, il est rempli d'eau, il y a à peu près 15 cm d'eau, c'est un lac. Donc c'est pas praticable puisque c'est une sorte de saumure, une sorte de boue de sel. Mais en été, donc il va s'assécher complètement. Donc c'est un lieu complètement plat. En journée, on va dire qu'il fait entre 15 et 20 degrés, donc c'est plutôt une bonne température, avec un peu de vent, un ensoleillement très important, donc une réverbération qui donne un ressenti assez important. On peut parler jusqu'à des fois un ressenti de 40 degrés. Et à l'inverse, la nuit, les températures tombent vraiment bas. Sur les derniers, sur les relevés que j'ai pu avoir, que j'ai pu me procurer, on est descendu à moins 18, moins 20 degrés en
période Oui, nocturne. Donc à cette époque-là, ce sera vraisemblablement cette température-là, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas une surface lisse comme une patinoire. Il y a aussi il y a pas des collines ni des montagnes, mais c'est pas plat. Alors, pas complètement plat. C'est relativement plat. Ce qui fait en fait, c'est la surface, la croûte de sel en fait, quand elle va s'assécher avec parce que c'est très humide, comme je vous disais, il y a 15 cm d'eau, mais quand ça sèche, en fait, ça va se craqueler. Donc ça fait des formes un peu géométriques avec des petites failles entre chaque. Donc effectivement, c'est pas lisse comme un billard, mais quand on le regarde au loin, en tout cas, on a une vision extrêmement dégagée. Ce qui va quand même entraîner des difficultés pour toi dans le déplacement, parce que faut faire très attention à la chute. C'est quasiment presque de la roche quand c'est sec, sans doute. Ouais, c'est dur, c'est assez dur. Il y a peu de chances de chuter. Il y a des zones, alors peut-être même c'est sûr, à éviter. C'est ce que les Boliviens appellent les Ojos del Salar. D'ailleurs, il y a des croyances assez importantes qui sont très croyants. Et au départ, on a essayé de me dissuader d'aller sur ce lieu seul. Mais tu nous avais expliqué à l'hôpital qu'il y avait il y a vraiment des croyances sur place et des choses, peut-être des règles à laquelle il faut ne pas déroger. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand le lac s'assèche, en fait, ça fait des sortes de grosses flaques qui se creusent légèrement, enfin comme les flaques chez nous. Et puis en fait, le sel donc ne durcit pas tout de suite. Et donc si on s'en approche, si on commence à avancer là, en fait là, juste le pourtour va craqueler. Donc on va avoir le pied qui va tomber dans 15 cm d'eau à peu près. Et puis après, si on avance, on va rentrer dans une sorte de pas sable mouvant, mais ça y ressemble un petit peu. Il faudrait être fou pour avancer complètement. Mais par exemple, en 4x4, c'est sûr que ceux qui arrivent vite, s'ils s'engouffrent là-dedans, ils sont plantés, quoi. Donc on pense du coup là au sol et au risque de chute, mais on pense aussi sel, blanc, réverbération. Donc il y a aussi comment est-ce qu'on appréhende aussi ce milieu-là, parce que... Ouais, pour moi, l'important surtout, c'est de conserver le peu de vision qui me reste. Il me reste un petit peu de vue quand même si c'est pas grand-chose, entre un 20e et un 50e. Ça donne pas une grosse vision, mais il reste un petit quelque chose quand même qui m'aide au quotidien. Et donc l'idée, c'était de ne pas tuer ce restant visuel et donc du coup d'avoir une protection maximale. Là, dernièrement, on a d'ailleurs reçu la protection optique. Donc, il faut se protéger absolument, la peau, les yeux. Enfin, pour moi, les yeux, forcément. On abordera cette question là tout à l'heure sur la partie médicale qui est quand même super importante. On peut peut-être demander à Pascal, justement, quand Alban décide cette folie et que l'association qu'il soutient, on imagine que à perte de vue ne va pas le dissuader, au contraire, mais quel est le premier rôle joué par le premier soutien ? C'est d'abord on connaît bien Alban, on a la chance de bien connaître Alban et moi je me suis même pas posé la question de savoir s'il était fou ou pas, quoi. Si lui il l'avait préparé depuis 2 ans, lorsqu'il nous en a parlé, c'est qu'il savait où il allait. Il fallait lui faire confiance. Il y avait déjà, tu avais Alban, entre guillemets, dissimulé un peu ce projet en attendant déjà d'avoir un certain nombre de bases avant de venir le présenter comme ça à l'association. Oui, exactement. En fait, au début, j'en ai pas parlé tout de suite, effectivement. J'ai essayé d'avoir des informations. Il y a eu tout un travail de recherche assez pointu pour savoir géologiquement, au niveau météo, au niveau du séjour, politique, même voir si c'était viable. Et puis une prise de contact de ci, de là, avec des gens, des retours d'expérience qui se sont faites effectivement avant que j'en parle. Parce que on a notre président qui est assez carré. Je me suis dit, si j'arrive avec quelque chose d'à peu près, ça va pas le faire. Donc je suis arrivé déjà avec de bonnes bases. Et je tu avais déjà ficelé bien le projet en fait quand tu es arrivé pour le présenter au niveau de l'association. Nicolas étant un sportif de l'extrême. Il fallait qu'Alban ait un dossier bien. Oui, bien. Donc, alors, du coup, je reprends la question là. Alors, on commence par faire quoi pour l'aider ? On commence déjà par bien étudier son dossier, se renseigner un petit peu de tout, et puis après, on se lance dans le bain.
On essaye de contacter l'agence avec qui il travaille depuis 2 ans en Bolivie. Voilà, je pense que c'est la première chose. Voilà, ça voir sur le terrain. Voilà. Et donc, on avait reçu donc, un projet. On passe des heures et des heures à le détailler. On l'apprend presque par cœur. On relève toutes les petites questions sur les repas, sur les déplacements, voilà, et comment fait-on, comment ils font pour y aller. Donc, on cherche les billets d'avion, savoir quel moment est le mieux. C'est vrai qu'on passe des heures et des heures au téléphone avec Alban. C'est ce qui s'est passé. Cette présentation, c'était quand justement? Parce que toi, ça a germé il y a 2 ans, mais quand tu es arrivé concrètement, il y a combien de temps pour le présenter à l'association à perte de vue? Je ne saurais plus dire en fait au niveau de l'association. Notre première réunion a eu lieu en mars l'an dernier. D'accord. Ouais, mais on en avait déjà parlé mais avant. On en parlait déjà depuis très longtemps. Ouais. Donc oui, non, le premier contact, ça remonte quand même un peu plus. Je pense qu'il y a peut-être 2 ans quand même. Peut-être 2 ans. Ouais. À quel moment vraiment mis ça en place, à quel moment on a les premières bases posées, on se dit ça y est, maintenant on s'engage, parce qu'après on peut aller chercher avoir un projet en tête, déjà poser des jalons et puis ça s'arrête là. Et à quel moment on se dit bon, maintenant ça y est, on a franchi un certain nombre d'étapes, on a des autorisations hautes et ça y est, maintenant c'est parti, on y va quoi. C'est compliqué parce que ça s'est fait tellement naturellement. On a cherché les budgets, surtout. Il a fallu vraiment établir un budget bien précis parce qu'Alban ne part pas comme ça. Non, voilà. On évalue un budget de combien, globalement, pour tout, pour l'ensemble. 35 000, 37 000 euros. Pas loin de 40. D'accord, on a des surprises parce que le matériel étant très, très, très spécifique, Alban ne peut pas se permettre de partir avec du matériel qui ne soit pas très, très efficace. On va aborder cette question-là, justement. La question du matériel, on va y revenir. De même pour les billets d'avion, bien sûr, on ne peut pas se permettre de le faire partir avec des vols économiques où il va aller se balader ou avoir des heures d'attente entre les vols dans des pays qu'il ne connaît pas, parce que, je peux le dire, Alban n'a jamais pris l'avion. Donc encore plus un challenge. Il n'est pas le seul. Voilà, donc il fallait limiter au maximum les heures d'attente. Voilà. Oui, tout à fait. Astrid, pardon. Est-ce qu'il y a donc là, il y a quel staff en fait il y a derrière toi, Alban? Combien de personnes en fait? Parce que j'ai pas fait le compte parce qu'après j'ai envie de dire il y a des personnes. Le staff restreint en fait. Le staff restreint. Alors forcément il y a Pascal qui passe beaucoup de temps. Il y a Cécile, notre trésorière aussi, qui forcément est à la manœuvre, puisqu'à chaque fois, il faut payer chaque élément. Nicolas forcément, qui regarde ça, qui valide tout. Là, on a rencontré il y a peu de temps le médecin qui va m'accompagner. Donc, je vais être accompagné d'un médecin, en tout cas, pour aller en Bolivie. Elle ne sera pas avec moi sur le Salar, proprement bien sûr, dit. parce que tu dois être en autonomie. Donc voilà, mais elle fera partie de l'équipe d'assistance, c'est-à-dire s'il m'arrive quelque chose, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, je ne pars pas seul. Je me rappelle, quand on avait dû faire l'émission à l'hôpital avec les enfants, tu n'avais encore pas trouvé, je crois, la médecin. Et donc ça s'est fait comment, justement, trouver un médecin qui puisse être disponible aussi pour s'il y a une responsabilité pour gérer cette aventure? Ça s'est fait assez bizarrement, donc en fait j'en ai parlé pas mal autour de moi, autour de mon médecin généraliste, de mon dentiste, enfin tout le milieu médical que j'avais autour de moi, d'amis, personnes qui connaissaient aussi les médecins personnellement. Et puis en fait bizarrement ça s'est fait cet été, j'ai un ami d'Aix-en-Provence qui m'a dit mais pourquoi tu mets pas un message sur un groupe Facebook, là c'est un gros groupe de voyageurs, tu peux mettre un message puis tu verras bien quoi. Donc effectivement j'ai mis le message et j'ai eu beaucoup de retours, je vais peut-être dire 70 propositions d'accompagnement, quasiment toutes aussi farfelues les unes que les autres.
Et dont une personne qui m'a contacté assez rapidement me disant j'ai la personne qu'il vous faut, c'est ma belle-sœur, je lui en parle et puis on voit. Et très peu de temps après, cette personne-là me mettait aussi un message me disant je suis intéressé, je vous recontacte. Et tout ça s'est joué quasiment en une journée, c'est tous ces messages-là. Et le soir, en rentrant, je consulte mes mails. J'avais un mail qui faisait 3 pages où la personne avait consulté tout le site internet, la plaquette, avait été chercher mes coordonnées, avait bien compris le projet. Oui, juger du sérieux aussi. Voilà, rien qu'à la lecture déjà de ce mail, je me suis dit, il y a quelque chose en fait. Et le soir même, elle m'appelait, on est resté 1h30 au téléphone. Encore une fois, je ressens ce que j'avais ressenti à travers le mail et je me dis, c'est bon. Donc c'est une médecin de la région ou pas du tout. Du tout. C'est une personne qui habite Blanquefort, donc dans la région bordelaise, qui est médecin généraliste, Sylvie, et qui a déjà encadré des épreuves sportives, qui a fait des suivis médicaux, donc qui a aussi une expérience à ce niveau-là. Et puis, comme elle dit, elle a fait sa crise d'adolescence il y a 2 ans, 2 ou 3 ans maintenant. En fait, peut-être dans une vie bien rangée, enfin, elle en parlera mieux que moi, mais elle a décidé de s'inscrire au rallye Rose des Sables, qui est l'équivalent un peu du rallye des gazelles. Tout le monde l'a pris à ce moment-là pour une folle, et en fait, elle a pris ça pour un défi personnel. Plus on lui disait que c'était pas possible pour elle, plus elle s'est engagée, et là, elle l'a refait encore cette année, c'est pour la 2e fois. Donc, a aussi un esprit un petit peu baroudeur, on peut dire. Oui, parce que vous, cet esprit baroudeur, est-ce que vous l'aviez avant, justement, ce challenge-là ? Est-ce que vous êtes un voyageur, un sportif, un challenger ? Alors, un voyageur, pas trop, non. Pas du tout, même. Un sportif, un peu plus. J'ai toujours fait du sport, donc j'ai fait, étant plus jeune, en junior, j'ai fait beaucoup de vélo, de la piste, de la route, du VTT, avec la perte de la vision. Je suis passé au tandem route, au tandem VTT après, voilà, jusqu'à quasiment il y a très peu de temps. Et puis je me suis blessé en fait à la cuisse. J'ai du mal à refaire du vélo. En fait, j'ai une sensibilité particulière à la cuisse. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais partir sur la course à pied. Et en fait, j'arrêtais pas de me blesser, j'arrêtais pas de me faire mal. Et j'ai continué sur la marche rapide, puis maintenant sur la marche athlétique. Donc il y a encore un autre niveau. Mais autrement, au niveau voyage, pas du tout. D'accord, oui. Alors, il y a cet aspect physique qui est important. Maintenant, il n'y a pas besoin d'un entraînement à outrance. Comment ça se passe là, depuis quelques mois, puisque l'échéance approche, hein, ouais. Même s'il reste quelques mois. Qu'est-ce qui est justement, peut-être, il y a là justement les conseils de cette médecin Sylvie porte, c'est-à-dire qu'elle va te dire, insiste là-dessus, fais attention à ça. Alors, c'est pas tant Sylvie là, même si effectivement, hein, on a pu échanger là-dessus. Encore une fois, j'ai toujours été sportif, donc j'ai toujours essayé de m'entretenir. Là, c'est vrai que la condition physique nécessaire pour faire ce trek de 140 km, c'est pas non plus quelque chose de physiquement très complexe. Hein, c'est 20 km par jour, à un rythme qui n'est pas forcément très soutenu. Cela dit, pour moi, il était important d'avoir une condition physique plutôt bonne. Notamment parce que les conditions climatiques à 4000 mètres, même au niveau respiratoire, c'est plus complexe. Hein. Et donc quand je me suis lancé dans la marche rapide il y a maintenant 2 ans, il n'était pas question de faire ça en dilettante, donc c'est plutôt avec un niveau... un bon niveau, et puis en fait il y a 6-7 mois en fait, j'ai été repéré par un coach du Racing Club nantais lors d'un de mes entraînements, et puis il m'a dit viens donc au club, donc voilà, ça m'intéressait, je lui ai pas parlé du projet, et c'est une fois après avoir été inscrit qu'on a pu en parler, et puis là ils m'ont dit attends, faut que tu te prépares bien, on va te soutenir. Donc il y a 2-3 coachs là qui sont autour de moi, et puis un coach plus personnel qui lui est plus autour de la marche athlétique, parce que là vraiment au niveau du RCN je suis sur de la marche athlétique, mais
sans forcément avoir une résonance sur le projet. C'est-à-dire que la condition que ça va me donner physiquement va être importante, mais le fait d'être marcheur athlétique n'a pas forcément un intérêt capital. Donc là, on voit la préparation physique. Là, tu parles de toute cette préparation en amont, mais on pense aussi que c'est un projet et un challenge que tu vas réaliser seul. Comment est-ce qu'on se prépare aussi mentalement à cette solitude au milieu du désert et cette marche à 4000 mètres Je sais pas. En fait, dès le départ, je me suis dit c'est possible. Le fait d'être seul, c'était aussi un moment important de me dire d'être éloigné de tout le microcosme dans lequel on est aujourd'hui. C'est aussi de se couper un peu du monde, d'avoir ce temps d'introspection. On avait évoqué au CHU ce moment-là. Mais après, mentalement, est-ce que ça va être dur ? Peut-être que je ne me prépare pas assez à ça. Il n'est peut-être pas forcément nécessaire non plus d'être trop... Ouais. Le privilège du débutant. C'est ça. Moi, je vous propose qu'on s'octroie une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes. Il y a encore beaucoup de questions, notamment sur l'équipement et toute la logistique aussi qu'il y aura autour de ce projet. Retour sur Alternante FM en compagnie d'Alban Tessier, Pascal Dubosc, Astrid Villemay. Nous évoquons alors on dit le projet Uyuni, mais c'est presque plus un projet. Des choses sont posées maintenant. Donc on a évoqué un certain nombre déjà la mise en place de cette aventure. Je rappelle, si vous prenez cette émission en cours, que Alban est malvoyant et en début juillet, pendant quelques jours, il va faire 140 km à travers le Salar d'Uyuni en Bolivie et c'est quand même une expérience notoire et qu'on développe ici dans cette émission. On a parlé de la préparation physique avant. Maintenant, il y a ce qui est quand même très important aussi, c'est savoir quel matériel on prend parce que il faudra manger, il faudra dormir, il faudra se diriger. Il y a plein de choses. Donc ça, c'est très important d'y revenir, Alban. Ouais. Alors il y a effectivement un gros travail au niveau de l'équipement parce que déjà rien n'est possible s'il n'y a pas de guidage. C'est la
premier élément sur lequel j'ai travaillé, essayer de trouver un outil qui puisse me permettre de me guider sur ce salar, même si c'est quasiment une ligne droite, le parcours, mais il faut que je puisse m'y retrouver. Donc en fait, j'ai cherché des outils de guidage pour personnes déficientes visuelles, que j'ai testés pour la plupart. Et puis ensuite, je me suis rapproché des entreprises qui les développaient. Et donc là, depuis l'an dernier, je ne me rappelle plus exactement à quelle période, mais on travaille avec GoSense, qui est une entreprise lyonnaise qui développe un logiciel, une application en fait, qu'on peut installer sur smartphone qui s'appelle Wizigo et donc qui permet de repérer en fait une trace GPS, donc un parcours qu'on rentre dans l'application et puis qui va nous restituer après par des sons spatialisés. Oui, donc tu auras une oreillette peut-être, c'est ça, tu écouteras. Voilà, c'est ça, ouais, j'ai un casque en fait et qui me restitue des sons donc spatialisés à droite à gauche pour m'indiquer si je suis sur le bon trajet, si je suis trop à droite, trop à gauche. Et puis qui m'indique quand je suis arrivé. Oui, la clé de la traversée, elle est là quand même, c'est d'être... c'est un élément très important, cette application Wizigo. Sans elle, je ne suis pas capable de me déplacer, enfin en tout cas de me retrouver sur le salar. Déjà, même pour quelqu'un qui voit se repérer sur ce lieu, c'est complexe. Mais moi, sans cet outil-là, c'est pas possible. On l'a pas dit, mais le salar de Uyuni, notamment à cette époque de l'année, sera sans doute relativement emprunté, notamment pas seulement que par des marcheurs, mais par sans doute des motos, peut-être des 4x4. Donc c'est encore un danger supplémentaire auquel il faut penser. Tout à fait. Le danger, effectivement, il vient des tours opérateurs qui font circuler des 4x4 sur ce lieu qui est assez touristique. Donc il y a des zones, on va dire des pistes, même si elles ne sont pas balisées vraiment. Ouais. Mais on le sait par où ils passent, et donc il y a des zones à éviter. Donc même si je serais pas non plus complètement isolé sur le salar pour pas être non plus trop loin des secours, mais on va essayer de se mettre à une distance raisonnable justement de ces pistes et c'est là aussi que le guidage est important, parce qu'à la rigueur je pourrais me dire tiens ils sont pas très loin, mais l'outil me permettra de me dire que je suis bien sur la bonne voie, quoi. Oui, c'est un outil que tu as déjà pu utiliser ici, que tu as déjà commencé à appréhender. Oui, tout à fait. Ouais, c'était important. Oui, c'est un petit peu comme tout le reste du matériel, parce qu'on pense aussi au campement, comment tu t'organises un petit peu ça. Enfin, rien on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais la tente, monter sa tente tout seul le soir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, parce que... Ouais, c'est vrai que ce travail que j'ai eu avec cette application de guidage, en fait, j'ai eu la même chose quasiment pour tous les éléments, c'est-à-dire tout est réfléchi, le fait que je prenne pas n'importe quelle veste parce qu'il y a des températures qui vont être assez extrêmes. La tente, effectivement, il ne faut pas n'importe quel type de tente, qu'elle soit pas trop complexe à monter, il faut aussi que je m'entraîne effectivement à l'installer. Et, ce qui peut paraître banal pour une personne lambda, pour moi, en fait, effectivement, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, tu auras un sac à dos et un traîneau, peut-être ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. En fait, j'aurai donc un sac à dos assez conséquent, et puis en plus, ce qu'on appelle un chariot de trek, qui va me permettre de transporter, on va dire, les 2/3 du matériel, parce qu'il y a un poids quand même aussi conséquent. Mais sur quel poids à peu près, là, du coup, tu envisages J'envisage 55 kilos, j'espère pour moi, c'est là que je me fixe le maximum. On va essayer de ne pas dépasser ça, mais on y arrive vite, dans le sens où c'est un milieu aride, où il faut bien s'hydrater. Sans l'eau, on n'est rien. Il y aura une quantité non négligeable d'eau à transporter. C'est ça, voilà. J'emmène 3 litres d'eau par jour, on fait le compte, rapide, 7 jours, 3 x 7, 21 litres, 21 kilos. Un petit peu de marge, peut-être qu'on va pousser jusqu'à 25, et à côté de ça, il y a le matériel. On peut le détailler justement, le matériel. Oui, on peut faire une checklist rapide. Il y a forcément une tente. Après, il y a des vêtements, parce qu'il va falloir que je change de tenue. On imagine bien qu'entre la nuit où le froid est très important et le jour où il fait plutôt chaud. Donc plusieurs tenues, un sac de couchage grand froid.
qui est assez conséquent en taille, un réchaud, toute la partie alimentation, donc les plats lyophilisés, tout le matériel électronique, c'est-à-dire les batteries, les panneaux solaires, le smartphone, qu'est-ce qu'on a si tout va bien, on va essayer de faire un peu d'image, donc une caméra effectivement pour pouvoir filmer, faire quelques images. Et puis après, c'est pareil, ce matériel-là qui est électronique, qui va aussi dépendre de la bonne réalisation du projet. On va essayer de le doubler. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça peut tomber facilement en panne, ce genre d'outil. Donc forcément, ça fait du poids encore en plus. Il y avait des choses auxquelles tu n'avais pas pensé et des choses auxquelles il a fallu faire une croix dessus si ce n'était pas nécessaire. Les conseils ont été bons, justement. Oui, ça allait, oui, parce que en fait, dans mon travail de recherche, j'ai eu beaucoup on va dire que j'ai eu 3 gros contacts avec des personnes qui ont déjà fait cette traversée, des personnes valides, qui ont été, en termes de retour d'expérience, très riches, ouais, effectivement, très riches, et qui ont pu me donner beaucoup d'informations sur ce qu'il fallait plutôt emmener comme matériel, ce qu'il fallait éviter, ce à quoi il fallait faire attention. Et donc du coup, on avait ciblé quand même pas trop mal. Après, c'est vrai que on a un partenaire, Approche Outdoor, là, qui revend du matériel spécifique, comme la tente par exemple, les sacs à dos, les bâtons de marche, les vêtements, les sacs de couchage. Et donc eux ont pu être conseillés aussi à un moment donné et me dire: alors là, nous, par contre, on a des produits qui sont peut-être plus performants sur ce niveau-là, certes un petit peu plus lourds, mais par contre, il faut peut-être mieux pas faire l'impasse dessus. Par contre, peut-être que sur d'autres choses, effectivement, tu avais bien ciblé, on va rester là-dessus. Et puis, ils ont pu me dire aussi, par exemple, c'était le cas sur les plats. En fait, moi, j'étais parti plutôt sur quelque chose d'auto-chauffant. Et eux m'ont dit: attention, avec le froid, l'auto-chauffant, ça marche pas toujours très bien, c'est pas toujours très fiable. Donc, mieux vaut partir sur un réchaud. Il y a des choses qui sont très très bien, qui sont très très maniables. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui ont permis de... Oui, qui sont quand même indispensables, je dirais. C'est ça. Vrai ça. Il y a eu des sponsors qui ont aussi compris peut-être la dimension humaine de cette aventure et qui font des cadeaux en termes de matériel ou pas forcément. Alors je m'adresse peut-être à Pascal qui avait les cordons de la bourse. C'est Cécile qui a les cordons de la bourse, mais... un peu de fébrilité quand même On est très fébrile à ce niveau-là, oui. On a énormément besoin d'aide pour le financement, même si on a, nous, une base à l'assaut. Mais on a absolument besoin, oui, d'aide. Oui, on y reviendra à la fin, justement. Voilà. Mais je voulais juste savoir au niveau sponsor, en matériel, non c'était... on a 5%, 10% parfois, histoire de faire... Ça, c'est frileux, en fait. C'est très frileux. Ce qu'on peut dire, enfin, en tout cas, au niveau de GoSense, là, pour l'outil de guidage, eux, ils me prêtent le matériel. Parce que pour eux, c'est à titre gracieux. Voilà, ce qui est bien, ce qui est pour eux aussi, c'est pour étudier et voir la performance de leur matériel. C'est très bien, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que du coup, il y a un partage, là. Voilà, et puis autrement, on a la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui a été tout de suite présente dès qu'on les a sollicités, très rapidement. Et qui voulaient absolument participer au projet. Qui sont partenaires. Qui sont aujourd'hui notre principal partenaire. Ça, c'est sûr. Oui, d'accord. Oui, alors du coup, on va revenir peut-être un petit peu plus sur concrètement comment est-ce que tu vas organiser ta journée, comment est-ce qu'elle va se dérouler quand tu seras... Juste, tu voulais revenir sur autre chose? Non, juste, tu as raison. Je voulais juste dire, imaginons, on va se mettre, parce que le temps passe vite, hein, la veille du départ. Hein, tu pars de... Voilà, il y a Pascal qui fait qui commence à stresser. On va se mettre, on anticipe un petit peu. Donc, départ en avion de Paris, tout seul, Nantes. Avec l'équipe de Nantes. Allez, on y va. Alors, on part de Nantes donc le 11 juillet. Hein, pour rappel, le projet aura lieu du 17 au 23 juillet. Hein, mais on part de Nantes donc le 11 avec Sylvie, qui est donc le médecin accompagnateur. Et puis, on arrive donc à La Paz après différents vols.
Quand tu dis on, c'est vous deux ou trois Tous les deux. Ah non, malheureusement, que- moi, je suis obligée de rester. Voilà. Donc Sylvie et toi, vous partez. Sylvie et moi, ouais, D'accord, ouais. très bien. On part tous les deux. Donc après trois vols, je crois, on arrive à La Paz. Vous faites Nantes-Madrid, Madrid-La Paz. Et vous allez rester 2 jours d'acclimatation C'est à ça, l'altitude ouais. à La Paz. On reste sur place Ouais. d'abord, tranquille, parce qu'on arrive déjà en altitude. Oui, en à fait, La Paz, c'est en altitude. Voilà, on est déjà à 4000. Et donc, on a une première semaine dite, entre guillemets, d'acclimatation qui va nous permettre de nous habituer à cette altitude. Donc voilà, donc on passe... Faisons des marches aussi, des petites randos. Voilà, on va aller... alors, Ouais. un petit côté sympa, c'est qu'on va aller sur le lac Titicaca pendant 2 jours, sur la Isla del Sol, être un peu en contact aussi avec les habitants. Donc ça, c'est plutôt Il faut se sympathique. décontracter un agréable. peu avant. Voilà, de- marcher aussi un peu, se rendre compte un petit peu du lieu. Et puis ensuite, on commence à revenir à la réalité et se dire, bon bah là, ça se rapproche, il va falloir se préparer, donc on file sur... En avion, en liaison avec intérieure. vol intérieur. Voilà, un vol intérieur. On file sur Uyuni, la ville la plus proche du Salar. Et puis, on va faire 2 jours de reconnaissance pour bien voir si le parcours qu'on a visé est praticable, puisque comme je vous disais, le désert s'assèche, il y a des zones qui restent humides où on ne pourra pas passer. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper Voilà, déjà. il faut revoir ça, ça bouge, c'est un lieu qui est vivant, en tout cas au niveau géologique. Mais voilà, donc ça se prépare. Et puis le jour J, donc le 17, le 4x4 me dépose. Donc Sylvie sera avec un local. Oui, à Uyuni, elle aura son PC, Voilà. PC, Il y a on le va PC, dire. oui. C'est ça. Et donc il me dépose et puis il me récupère 7 jours plus tard au point de rendez-vous qu'on se sera fixé normalement. Eh ben, c'est- Avec des checkpoints réguliers. Oui, alors voilà. justement, il y aura, je crois que c'est des étapes de 20 km à peu près. C'est ça, environ, oui. Ce qu'on s'est dit avec Sylvie pour l'instant, peut-être que ça va bouger, mais on aura au moins 2 contacts sûrs par jour, 2 contacts téléphoniques. Donc moi, j'ai un boîtier avec moi qui est un boîtier satellitaire qui me permet d'avoir une communication satellitaire. Ça me permet aussi au niveau sécurité d'être géolocalisé, parce que c'est important qu'on puisse me situer. Et donc cet outil me permettra de contacter Sylvie au moins une fois le matin, donc au réveil, lui dire que voilà, malgré le froid, ça s'est bien passé. C'est peut-être elle qui va t'appeler pour te réveiller ou Ah, elle va servir de sais réveil pas, pour pourquoi toi pas. Il y a de Parce grandes que chances. C'est possible. Justement, il est peut-être, justement, on en rit peut-être, mais il faut peut-être pas faire la grasse matinée. Non, on va éviter. Je crois qu'il n'y aura pas de temps à perdre. Oui, parce que les départs Tu as des seront vers fenêtres, quelle heure à tu as peu des près? fenêtres Tu t'es de- fixé. Voilà, là on a regardé, donc on se disait le lever du jour, c'est aux alentours de 7 De heures. 7 heures. Et le coucher de soleil vers 18h, donc il faut jouer dans cette fenêtre-là pour que ça soit le mieux. Bon, ça nous laisse une amplitude assez importante quand même, mais D'accord. oui, on va pas... Non, je vais pas faire la grasse mat jusqu'à 9h. C'est déjà pas mon habitude au quotidien, donc... Et là, tu parlais de Sylvie, et justement, on ne te le souhaite absolument pas, mais si jamais il y a un souci, comment ça se passe? Comment s'organise justement son intervention, les secours à ce niveau-là? Voilà, donc il y a 2, entre guillemets, 2 possibilités. Non, la première chose, il faut que je la contacte. Donc, soit je l'appelle téléphoniquement, si mon état le permet, soit je percute directement le boîtier satellitaire, donc qui est un bouton d'urgence, en fait, qui va lui envoyer directement un message d'intervention. Ça, c'est les possibilités sur lesquelles je peux agir. Et à ce moment-là, elle peut intervenir normalement entre une et 2 heures. Même, Oui, ce c'est qui une disait heure et demie à Tanguy, peu près. 1 heure et demie en ce qu'on dit moyenne. Tanguy. Oui. En moyenne. Ce qui met un peu de temps quand même, c'est pas... Ce qui met un peu de temps Oui. aussi, mais aujourd'hui, même chez nous, les secours, ils sont pas là 3 minutes après, c'est rare. Encore à Nantes, ça va, mais si on habite, je ne veux pas viser une région en particulier, mais
des régions plus reculées, les secours ne sont pas forcément là dans les 5 minutes. Hein. Ouais. Alors, quand tu vas être parti, donc tu ne vas pas être en contact là, avec une oreillette en permanence avec elle, là, tu dois entendre dans ton oreillette justement la distance, il ne faut pas que tu sortes de cette ligne de marche, mais tu peux te permettre d'avoir peut-être un peu de musique ou quelque chose, ou ça va être une réflexion permanente, parce que là, tu vas être seul avec toi-même. Ça va être un grand moment de réflexion. Ce sera très intéressant d'ailleurs de revenir après sur savoir comment tu vivais cette marche. Ouais, la musique peut-être, je sais pas, j'ai pas pour l'instant, je me suis pas penché encore trop sur la question. Oui, je vais certainement en emmener, hein, ça c'est sûr. Est-ce que je l'écouterai pendant la marche ? Je suis pas sûr, parce que je préfère être bien sûr. Déjà, quand je vais m'entraîner, je mets jamais de musique. Je suis toujours sur mes retours plutôt sur le parcours, pour être bien à ce que je fais. Après, peut-être le soir, un petit peu de musique, mais puis il y a aussi une chose, c'est que je fonctionne sur batterie. Oui, il faudra faire attention d'économiser tout ça aussi. Voilà. Ça sera plutôt du confort, ça. Tu parlais aussi tout à l'heure d'une caméra embarquée, une GoPro là, que tu vas emmener. Est-ce que tu vas communiquer justement pendant que tu seras là-bas ? Est-ce que tu vas en profiter pour communiquer ? Alors je pense aux réseaux sociaux. Est-ce que tu es déjà assez actif sur Twitter notamment ? Est-ce qu'on aura du temps réel là ? Est-ce qu'on va pouvoir te suivre on ne demande pas du direct, mais il y aura certainement un peu de décalage. Mais est-ce qu'on pourra savoir comment les choses progressent ? Oui, effectivement. L'objectif, c'est effectivement encore une fois, l'association, elle porte des projets qui sont dits médiatisés, en tout cas, sur lesquels on veut qu'il y ait un retour. On ne fait pas ça, au-delà du projet que moi je vais réaliser, mais c'est vraiment l'idée d'une association. Oui, on va aborder aussi cette question-là pour finir, qui est importante. Voilà, donc il faut communiquer forcément là-dessus. Donc les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la part indispensable. Et puis ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Après, dans quelle mesure on va communiquer ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait bien faire de la vidéo, par exemple. Oui, la vidéo en direct, c'est difficile de la porter avec des outils satellitaires, ou alors ça coûte très, 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 très cher. Oui, ça peut être un petit... Voilà, donc ça sera certainement des posts, par l'intermédiaire de Sylvie. En fait, on essaiera de faire chaque jour, peut-être les 2 fois par jour, où on va s'appeler, en tout cas, sur ce qu'on a prévu, des petits retours. Moi, de mon côté, je vais certainement remplir un carnet de bord, qui ne sera peut-être pas diffusé tout de suite, mais peut-être après. Après, on peut penser quelques petites photos, éventuellement. Ça, normalement, ça devrait passer, j'espère. Puis les vidéos, de toute façon, on les diffusera après. Bien sûr. On communiquera, réaliser un film si c'est possible. On se retrouvera bien sûr après. On aura certainement 1 ou 2 rendez-vous et on retournera peut-être d'ailleurs encore à l'hôpital. Ça sera intéressant de présenter le retour et ici en studio. Je reviens juste, parce que c'est une question qui avait été abordée par les jeunes à l'hôpital, c'était de l'installation d'une toile de tente qui paraît tellement simple. N'oublions pas qu'il y a du vent sur le Salar d'Uyuni. Il peut y avoir des vents très forts et ce serait idiot, effectivement, que la tente s'envole, qu'il faille appeler justement les secours d'urgence, je veux dire, pour une toile de tente envolée, alors qu'elle peut être pas très loin éventuellement. Donc il y a tout un système d'attache, non seulement de la tente, mais certainement d'autres objets qu'il faudra avoir pratiquement toujours attachés sur toi ou à côté. Oui, c'est sûr. C'est sûr que si j'ai un élément qui s'envole, ça met en péril complètement le projet. Donc effectivement, il faut accrocher les éléments avec des mousquetons, notamment quand on monte la tente. Ça peut être accroché au chariot. Le chariot, par exemple, fera un certain poids, donc normalement, il y a peu de chances qu'il s'envole. Tous les éléments en fait, qui vont être légers, c'est sûr qu'il ne va pas falloir les poser comme ça, comme on pourrait le faire dans son jardin. Quand on prend un café en terrasse. Sachant que la tente a une partie couchage, chambre, et une partie, ce que j'appelle cuisine, là, mais un vestibule. Un vestibule, voilà, où il pourra rentrer le chariot surtout la nuit, pour éviter tout souci, vol, quoi que ce soit. Et là, s'il y a du vent, il pourra toujours faire sa popote sous le haut-vent. Parce que justement, quels sont en termes de risques généraux, qu'est-ce qui est mis en évidence là ? Ça peut être effectivement le vol, la tempête, il y a plusieurs choses qui sont
qui ont été posés? Le vol, il y a quand même peu de gens qui s'aventurent sur le Salar en dehors des touristes. Il n'y a pas grand monde, donc le vol, je ne pense pas que ça soit forcément... ça peut arriver. Après, Quand on regarde le site des Affaires étrangères, justement, sur la Bolivie, il y a quelques recommandations, mais bon, c'est surtout dans les villes. C'est surtout en ville, ouais. Après, on n'est pas à l'abri, il suffit d'être ciblé, et puis voilà, ça peut arriver. Après, le risque, effectivement, c'est le vent qui peut être assez fort. En général, il est plutôt assez constant, plutôt toujours avec la même orientation, une vingtaine de km/h, donc ça se gère. Après, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'il puisse monter. Il y a, dans les 10 dernières années, des vents qui sont montés à 80, un peu plus de 80 km/h. Bon, là, ça devient complexe. Est-ce que j'arriverai à maintenir le cap on verra, après on avisera. Puisqu'on parle météo, juste très rapidement, on l'évoquait hors antenne, c'est que déjà au niveau Bolivie, tu as reçu une sorte de statistique sur plusieurs années sur les conditions météo de cette époque-là, ce qui est quand même intéressant et rassurant que tu as pu faire cette démarche et qu'en retour tu as eu ces réponses-là. Oui, tout à fait. J'ai mon amie, donc l'amie bolivienne, Maria, qui a pu prendre contact directement avec cette agence météo bolivienne, qui est l'équivalent de Météo France, et qui a pu nous faire qui nous a rédigé en fait tout un ouvrage sur les 10 dernières années avec des relevés de précipitations, de vent, de température sur le Salar, ce qui nous donne une bonne idée des conditions qu'on peut affronter, même s'il y a eu des années un peu exceptionnelles, mais en tout cas ça nous montre qu'aujourd'hui, si on se réfère à ces 10 années, on est sur quelque chose de possible. Alors, je vois que le temps passe vite et moi j'avais envie de faire une petite aparté, alors sans rentrer sur ta vie personnelle bien sûr, mais tu es marié et tu es papa de 2 petites filles de 10 et 8 ans et moi j'avais une question de savoir comment est-ce que elles appréhendent aussi ce gros challenge pour toi, est-ce qu'elles vont le voir vraiment à distance en plus, qu'elles restent en France, elles? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était une question justement à un moment donné, est-ce qu'elles viennent avec moi? Alors non pas sur l'aventure, mais est-ce qu'elles viennent avec moi en Bolivie? Pour t'attendre au retour. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'était pas possible pour ma femme parce qu'elle ne prend pas l'avion une fois mis les transports. Et après, les filles n'ont pas forcément décidé de vouloir venir. En tout cas, oui, elles appréhendent ça, elles questionnent, elles en parlent. On ne cache pas le projet. Y a pas, même si pour ma femme, au départ, c'était un peu difficile d'accepter les choses. On voit d'ailleurs quand on a nos réunions qui se déroulent à la maison, elle s'extrait un peu des échanges. Mais... Elle doit se poser beaucoup de questions, sans doute. Ce qui est normal, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, il y a eu de l'inquiétude forcément au départ. Et ça s'entend, ça se comprend. Même encore aujourd'hui. Même moi, j'ai envie de dire, j'ai forcément quelques inquiétudes sur certains éléments. C'est normal. Ça serait idiot de se dire que c'est gagné d'avance et que je pars en vacances. C'est pas tout à fait ça non plus. Ça serait peut-être intéressant au retour que ta femme vienne sur ce plateau, justement, faire part de... Bon, là, elle aurait peut-être trop d'inquiétudes, donc on ne va pas l'embêter, mais au retour, elle pourra peut-être nous raconter... Effectivement, parce que c'est un projet. C'est comme un projet commun. Je veux dire, quand on est seul, on s'en fiche un peu. Quand on a une famille, c'est différent. Donc, non, mais là, effectivement... Cette dimension-là, il faudra peut-être y réfléchir au retour. Bien sûr, j'aurais pas forcé les choses si, par exemple, si mes enfants et ma femme n'avaient pas été d'accord avec ce projet-là, n'avaient pas été en accord, forcément, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'elle est rassurée aussi parce que l'équipe locale, l'agence Gaston Sacaz en Bolivie, qui va donc chapeauter un petit peu, bien sûr, qu'il y aura un regard qui a travaillé sur le projet. Moi, j'ai la chance de discuter très régulièrement avec eux, par l'intermédiaire de Skype, par exemple. Et je peux vous assurer qu'ils sont très, très sérieux et que Morgana peut être totalement rassurée parce qu'ils mettent tout en œuvre pour que tout se passe bien sur place. C'est vrai qu'ils ont bien compris le projet dès le départ. Très, très impliqués. C'est une agence bolivienne mais francophone. C'est vrai que
parce qu'on a eu du mal aussi à les trouver. Comme je disais au départ, tout le monde nous disait il est fou, c'est pas possible. Et donc Tanguy de l'agence a vraiment fait quelque chose sur mesure, parce que c'est pas quelque chose qu'il propose habituellement, avec un accompagnement vraiment très très pointu, beaucoup de questions, on a beaucoup d'échanges, et ça effectivement c'est rassurant. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on insiste, c'est important de montrer la dimension aussi pour toutes les personnes handicapées, différentes, de bien montrer que cette aventure-là, c'est une aventure personnelle, mais qu'elle est aussi valable pour tout le monde, qui montre bien que avec les différences qu'on peut avoir, on est capable aussi de se transcender et de faire mieux que des gens dits normaux qui bougeront pas de chez eux. Donc c'est une belle histoire, non seulement pour toi, mais pour un monde différent. Oui, l'idée, encore une fois, l'idée est là. C'est vrai que ce qu'on souhaite transmettre au travers de ce projet, c'est de dire que voilà, le handicap, c'est pas une fin en soi, encore une fois. On vit des situations de handicap, mais ces situations de handicap, on peut, pas toujours, mais on peut, dans certaines conditions, les compenser par des outils, par des techniques, mais dans tous les domaines. Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans le milieu scolaire, ça peut être dans la cité. Pas plus tard que tout à l'heure, quand je suis venu en tram, par exemple, normalement, il y a une synthèse. Bon, là, il n'y était pas, par exemple. Mais habituellement, voilà, il y a des outils qui permettent de compenser les choses. Et puis aussi, c'est de se dire que il y a un espoir pour tout le monde. On peut tous, plutôt que de rester sur son canapé à s'apitoyer sur son sort, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire aujourd'hui dans le sport, par exemple. Les clubs font beaucoup de choses pour qu'on puisse pratiquer le sport. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de projet ou de challenge se multiplie et il faut qu'on en parle. C'est justement ce qu'on fait là et on continuera. On a malheureusement peu de temps, mais je voudrais rappeler qu'il y a aussi un financement participatif qui a été mis en place, donc il n'est pas trop tard pour apporter 1 euro jusqu'à plus à cette aide-là en faveur d'Alban. Tout ça sera indiqué sur notre site lorsque l'émission sera en podcast, les différents liens. Donc une petite minute, Pascal. Oui, donc nous avons mis en place un financement sur le serveur Ulule. C'est très facile, vous allez sur Ulule. Tout le monde connaît. Vous cherchez projet Uyuni et puis vous participez. N'ayez pas peur de laisser vos coordonnées bancaires, c'est un site très sécurisé, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on a énormément besoin de vous, tous, parce qu'on n'en est qu'à 25% du financement demandé qui était au départ de 3 000 €. Et il nous reste 21 jours. Voilà, on va faire le maximum pour pousser. Il faut absolument atteindre cette somme. Cette émission est finie. Je remercie Gaëlle qui l'a réalisée, Astrid qui l'a présentée avec moi, et puis vous deux, Pascal et Alban. Pascal, tout ce travail dans l'ombre, on ne l'a pas très développé, mais on sent que vous êtes là derrière et que sans cet apport-là, toute cette aventure-là ne se mettrait pas en place. Et on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on va suivre tout ça et on se retrouvera après à plusieurs reprises s'il le faut. Justement, il le faudra. Ouais. On reviendra avec beaucoup d'intérêt sur l'aboutissement de cette belle aventure. Oui, merci Alban, merci Pascal. Et bravo déjà aussi pour cet exploit, même s'il n'est pas encore fait, mais déjà tout ce que vous avez réussi à faire, bravo. Et de changer aussi le regard sur le handicap et de montrer qu'on est autrement capable. Donc rien que pour ça déjà, bravo. Merci à vous. Merci à vous aussi, parce que vous avez été un soutien important dans notre communication et je tiens à le souligner, de la première heure. Donc, et modestement, on va le poursuivre. C'est gentil. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.